Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour un tour complet et approfondi de l'actualité internationale. Voici les grands titres de l'information. L'ONU accuse le Rwanda de diriger des opérations militaires du M23. La République dominicaine appelle à la création d'un bureau opérationnel et logistique pour soutenir la mission multinationale d'appui à la sécurité. En Iran, intensification de la répression après le conflit avec Israël. États-Unis, P. Diddy reconnu non coupable des charges les plus graves, mais condamné pour transport de personnes à des fins de prostitution. Toujours aux États-Unis, John Bolton, ex-conseiller de Donald Trump, déclare que lâcher l'Ukraine serait une grave erreur pour les États-Unis. Et enfin, décès tragique de Joe Gorota et de son frère André dans un accident de la route en Espagne. Nous ouvrons ce journal avec une actualité majeure concernant la République démocratique du Congo. Un rapport confidentiel de l'ONU accuse le Rwanda de diriger directement des opérations militaires du groupe rebelle M23 dans l'est du pays. Selon ce rapport confidentiel du groupe d'experts de l'ONU, récemment transmis au Conseil de sécurité, ils affirment que le Rwanda exerce un commandement direct sur les opérations militaires menées par le groupe rebelle M23, également désigné sous le nom d'AFC dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après les enquêteurs de l'ONU, les forces de défense rwandaises RDF assurent une supervision militaire active sur les actions du M23. Cela inclut la planification des offensives, la coordination tactique, l'encadrement des troupes, ainsi que la fourniture d'équipements sophistiqués, notamment des missiles sol-air capables de neutraliser l'aviation congolaise. Le rapport estime que plus de 6000 soldats rwandais sont actuellement déployés sur le territoire congolais en soutien direct à l'opération du M23. Ces forces seraient renouvelées régulièrement pour maintenir une pression militaire constante. Ce contrôle militaire constitue selon l'ONU une violation flagrante de la souveraineté de la RDC. Le M23, appuyé par Kigali, aurait mis en place des structures administratives parallèles dans plusieurs zones sous son contrôle, consolidant ainsi une forme d'occupation de fait. Les experts pointent également des exactions contre les civils dans les territoires conquis avec des accusations de pillage, extorsion et enrôlement forcé. De son côté, le Rwanda affirme que sa présence militaire a pour but de neutraliser les milices Hutus des FDLR qu'il considère comme une menace sécuritaire majeure. Mais les auteurs du rapport estiment que cette justification ne saurait expliquer l'ampleur de l'implication militaire rwandaise. Ils évoquent plutôt une stratégie visant à contrôler des zones riches en ressources minières et à peser sur l'évolution politique en RDC. Cette révélation intervient dans un contexte déjà tendu dans la région des Grands Lacs, marqué par une instabilité persistante dans l'est de la RDC, des tensions diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, et des tentatives infructueuses de médiation par l'Union africaine et la communauté d'Afrique de l'Est. Pourtant, un accord de paix a été signé le 27 juin dernier à Washington entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Ce texte prévoit le retrait des troupes rwandaises au sol congolais, la cessation du soutien au M23 et une relance du dialogue sécuritaire régional. Cependant, les observateurs soulignent que cet accord reste fragile, d'autant qu'il n'implique pas directement les dirigeants du M23, qui poursuivent leur action militaire sur le terrain. Ce rapport, qui pourrait alimenter de nouvelles tensions diplomatiques, relance le débat sur le rôle des puissances régionales dans la prolongation du conflit à l'est de la RDC et sur la nécessité d'une réponse internationale coordonnée. Alors que la région des Grands Lacs est secouée par ces tensions militaires, un autre pays, la République dominicaine, prend l'initiative sur le plan international. La République dominicaine plaide pour un bureau opérationnel et logistique au service de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Ce mercredi 2 juillet 2025, lors d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU, le ministre dominicain des Affaires étrangères,
Roberto Alvarez Gil, a proposé la création urgente d'un bureau dédié aux aspects opérationnels et logistiques afin de renforcer l'efficacité de la mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS. Ce bureau hybride, selon le ministre Alvarez Gil, permettra d'optimiser la coordination logistique et de garantir une meilleure efficacité opérationnelle sur le terrain, condition indispensable pour assurer la stabilité dans les zones d'intervention. Le Panama a également publiquement soutenu cette initiative, soulignant la nécessité d'un cadre organisationnel renforcé pour améliorer la sécurité régionale et la coopération entre les États impliqués. Cette proposition sera examinée par le Conseil de sécurité dans les prochains jours avec l'objectif d'adopter rapidement ce modèle, considéré comme une étape cruciale vers une meilleure stabilité régionale. En parallèle, au Moyen-Orient, la situation reste tendue. L'Iran, après un conflit aérien de 12 jours avec l'Israël, intensifie la répression de sa population. Plus de 700 arrestations ont été recensées, notamment dans les provinces kurdes, tandis que des exécutions sommaires sont signalées. Les autorités justifient ces mesures par la nécessité de contrer des réseaux d'espionnage, mais les observateurs y voient surtout une volonté de renforcer le contrôle politique et d'étouffer toute contestation. D'après un récent article de RFI, les autorités iraniennes ont intensifié une répression sur le plan national. Plus de 734 arrestations recensées, majoritairement dans les provinces kurdes et dans les grandes villes, visant notamment des personnes accusées d'espionnage pour le compte d'Israël. Exécutions déjà effectuées, parmi lesquelles figure au moins un Kurde exécuté à Urmia. Multiplication des checkpoints, installation de postes de contrôle dans toutes les villes, y compris à Téhéran. Et fouilles intensives ciblant téléphones et papiers d'identité. Loi et tribunaux d'exception, proposition d'une législation d'urgence durcissant les peines pour espionnage jusqu'à la peine de mort et création de cours spéciales pour les traîtres et mercenaires. Il cible également les minorités ethniques, en particulier les Kurdes, subissent des arrestations massives et des contrôles renforcés. Militants, journalistes et opposants politiques sont dans le collimateur, redoutant une persécution généralisée, comme l'alerte l'ONG Iran Human Rights. Le régime justifie cette répression par la nécessité de neutraliser la guerre et de prévenir toute insurrection nationale. Pour les observateurs et défenseurs des droits humains, il s'agit plutôt d'une diversion stratégique destinée à consolider le pouvoir interne et à étouffer les dissidences. Cette campagne répressive pourrait s'inscrire dans le temps, affectant durablement les libertés civiles et exacerbant la peur au sein de la population. Sur un autre front, la justice américaine vient de rendre un verdict retentissant. Ce 2 juillet 2025, un jury fédéral de Manhattan a rendu un verdict mitigé dans le procès de Sean P. Diddy Combs, accusé de plusieurs chefs d'inculpation graves. Il est déclaré non coupable des accusations les plus graves, trafic sexuel et association de malfaiteurs, et reconnu coupable de 2 chefs de transport de personnes à des fins de prostitution, ce qui pourrait lui valoir jusqu'à 20 ans de prison s'il écopait des peines maximales. Le procès a duré 7 semaines avec 34 témoins entendus, dont son ex-compagne, Cassie Ventura, ainsi qu'une autre femme désignée Jen. Les femmes ont décrit des fêtes sexuelles organisées par Combs, incluant des tournées d'escorte masculins, parfois qualifiées de freak-off. La défense a présenté des messages prouvant que les relations étaient, selon elle, consenties, notamment dans un texte de Ventura affirmant qu'elle était toujours prête pour ces rencontres. Le jury a jugé que le procureur n'avait pas démontré l'existence d'une organisation criminelle ou la coercition nécessaire au trafic sexuel. L'absence de la théorie du contrôle coercitif et le poids des messages présentés ont affaibli la thèse de l'accusation. Cependant, Combs reste en détention, le juge ayant refusé sa demande de libération sous caution, estimant qu'il constitue un danger et qu'il y a risque de fuite. L'audience de fixation de sa peine a été programmée pour le 3 octobre 2025.
En perspective, ce verdict est un affaiblissement significatif des charges les plus graves. Toutefois, les condamnations pour transport de prostitution restent graves et la défense aura désormais l'occasion de plaider pour une peine moins sévère. Nous maintenons le cap sur les États-Unis où l'ex-conseiller de Donald Trump, John Bolton, met en garde contre un possible retrait américain en Ukraine qu'il juge être une grave erreur. L'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, a mis en garde ce mercredi contre un éventuel retrait du soutien américain à l'Ukraine. Selon lui, un tel choix représenterait une grave erreur stratégique pour les États-Unis. Dans une interview accordée à RFI, Bolton estime que l'abandon de Kiev enverrait un signal de faiblesse à la Russie et fragiliserait la crédibilité des alliances occidentales, notamment l'OTAN. Il affirme que Washington a tout intérêt à maintenir son engagement aux côtés de l'Ukraine afin de montrer l'influence croissante de Moscou sur la scène internationale. Critique de longue date de la politique étrangère de Donald Trump, John Bolton rappelle que la stabilité de l'Europe est également en jeu, soulignant que toute concession à la Russie pourrait entraîner de nouvelles agressions contre d'autres États voisins. Pour l'ancien haut responsable, il est essentiel que les États-Unis adoptent une ligne ferme, sans ambiguïté, en faveur de la souveraineté ukrainienne. Enfin, un tragique événement secoue le monde du sport. Ce jeudi 3 juillet 2025, un accident de la route sur l'autoroute AC2 en Espagne a coûté la vie à Diogo Jota, attaquant du club anglais Liverpool et international portugais âgé de 28 ans, ainsi qu'à son frère cadet, André Teixeira da Silva, âgé de 25 ans. Selon les premières investigations, le véhicule conduit par Diogo Jota, une Lamborghini, aurait subi un éclatement de pneus lors d'un dépassement. La voiture a alors quitté la route, percuté la glissière de sécurité avant de s'embraser, causant un incendie qui s'est propagé dans la végétation environnante. Diogo Jota était un joueur clé de Liverpool depuis 2020 avec un bilan de 65 buts en 182 matchs, contribuant à plusieurs titres majeurs dans la Première Ligue 2025, sélectionné 49 fois en équipe nationale portugaise. Il avait remporté la Ligue des Nations en 2019 et 2025. André da Silva évoluait en deuxième division portugaise au poste de milieu offensif, notamment au club de Penafiel. Il avait auparavant joué dans les équipes de jeunes de Porto et de Passos de Ferreira. Le club de Liverpool a exprimé sa profonde tristesse et a demandé à ses supporters de respecter la douleur de la famille. La Fédération portugaise de football a également présenté ses condoléances, organisant des moments de recueillement lors des rencontres sportives. De nombreuses personnalités du football, parmi lesquelles Cristiano Ronaldo, ainsi que des clubs nationaux et internationaux, ont rendu hommage à Diogo Jota et à son frère. Des fans ont spontanément déposé des fleurs devant le stade d'Anfield. Ce drame vient endeuiller le monde du sport et rappelle la fragilité de la vie, même pour les personnalités publiques. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous demain pour suivre l'évolution de ces dossiers et d'autres actualités. Bonne soirée à toutes et à tous.